Bienvenue dans cette dernière rétro de l'info de la semaine consacrée à une des ressources les plus précieuses de la planète, l'eau. Et on n'en manque pas en Sarthe, à commencer par celle de la rivière qu'il faut entretenir durant les écourues. On avait 3 bateaux, un bateau de chaque côté de la rive, avec 2 gars dedans à la rame, et un bateau à moteur au milieu. Et à chaque fois qu'on trouvait un truc, comme tout ce qu'on trouve là, eh bien, on l'enlevait avec des crocs. Les enfants de nos écoles apprennent aussi à respecter l'eau que l'on boit. Elle est sale, mais au final, quand tu sors l'eau du robinet, elle devient bien. Et puis, un peu plus loin de la Sarthe, sur les côtes vendéennes et bretonnes, les skippers nous font toujours rêver. C'est parti pour une rétro qui coule de source. De cet angle, on dirait presque une plage. En centre-ville du Mans, la Sarthe déserte, parce que comme tous les 3 ans venus, c'est l'heure des écourues. C'est la période où, en abaissant les niveaux d'eau, on va pouvoir faire des travaux de restauration, des travaux d'entretien, du nettoyage et l'inspection de tous nos barrages sur la rivière. 17 barrages, 16 écluses et une centaine de kilomètres de berges à nettoyer, restaurer, pour les privés riverains de la rivière et pour les collectivités. 3 mois importants pour l'entretien. Faire les travaux au pied des berges, faire consulter, inspecter tous les barrages pour savoir s'il y a des problèmes et s'il y a des problèmes, pouvoir agir. Et on va plutôt rechercher tous les déchets d'origine humaine, les électroménagers, les vélos, les scooters, les coffres-forts, les voitures, etc. L'interdiction n'a pas été respectée. 2 files de 25 mètres de long de déchets. Après 6 semaines intenses à récurer, inspecter les berges et le fond des plus de 80 km de rivière, voici les trouvailles. Des panneaux de signalisation, des scooters possiblement volés et dépecés, 215 pneus, 2 coffres-forts et des billets. La première fois qu'on a trouvé ça, on croyait que il y avait une liasse avec des élastiques, c'est ça, on croyait. Puis après, une fois qu'on l'a eu en main, on s'est aperçu que c'était des faux. Est-ce que c'est des gamins qui ont fait ça? Je ne sais pas. C'est dommage, vous auriez pu être riche. Bah oui, on aurait pu. Je vous en parlerai pas si ça aurait été des vrais, je sais pas, j'en sais rien. C'était les 7e écourues de Pascal. Alors pour les agents, comment cela fonctionne? On avait 3 bateaux, un bateau de chaque côté de la rive, avec 2 gars dedans à la rame, et un bateau à moteur au milieu. Et à chaque fois qu'on trouvait un truc, comme tout ce qu'on trouve là, eh bien, on l'enlevait avec des crocs ou à la main pour les dévaser. La plupart du temps, c'est dans la vase, même les scooters, on fait ça à la main. Pour les encombrants plus lourds, c'est avec une grue hydraulique que cela sera repêché prochainement. Au total, plus de 260 mètres cubes de déchets, conséquent, mais pour une raison bien précise. Lors des écorues précédentes, on concentrait nos efforts de nettoyage dans les canaux de navigation, les canaux qui amènent aux écluses. Et cette année, on a pris le temps de parcourir l'ensemble de la rivière. On a fait les 86 km, alors que d'habitude, on faisait une vingtaine. Donc on a récupéré des objets qui étaient certainement là depuis très longtemps dans le fond de la rivière. Car malgré la douzaine de chantiers effectués et les travaux divers réalisés, cette montagne de déchets retient forcément l'attention. Ce qui m'a marqué, c'est le point négatif, c'est de tout ce qui a été récupéré. Le point positif, c'est qu'à travers vous, à travers les messages, convaincu que dans 3 ans et dans 6 ans, il y aura moins d'encombrants. Cette affirmation sera-t-elle respectée? Réponse en 2028 pour les prochaines écourues. Ce matin, la classe de CE2-CM1 de Madame Collin démarre un cycle de travail sur l'eau. Mais au fait, d'où vient l'eau que l'on boit? Du robinet et de la montagne. Et du robinet de la cuisine. Des égouts et un filtre dans le robinet. L'eau de la mer et du lac. De la montagne. Des rivières. La fontaine. Elle est sale, mais au final, quand tu sors l'eau du robinet, elle devient bien. Les enfants en savent déjà beaucoup sur l'origine de l'eau potable. Il s'agit à présent de leur faire découvrir l'eau dans tous ses états, liquide, solide ou gazeux. Ça permet de comprendre que l'eau, en fait, elle reste tout le temps sur Terre, mais sous différents états. Et que si nous, on veut pouvoir l'utiliser, la conserver, il faut y faire attention aussi. Et ça ? Plus de 70 élèves de l'école Charles Gounod partent ce matin à la découverte d'une ferme d'aquaculture à Louvernay, près de Laval, en Mayenne. On a un poisson orange, mais plus petit. De nombreux ateliers sont au programme. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'abord d'ouvrir grand les yeux sur la nature et le vivant, même infiniment petit, comme dans cette maison à bactéries. On en trouve où des bactéries? Dans le sable.
dans le sable. En tout cas, il faut beaucoup de bactéries dans l'eau pour apporter un maximum d'éléments nutritifs aux plantes. La goutte, elle va tomber. 1. Voilà, et là on secoue un petit peu. 2. Et c'est par des expériences scientifiques qu'on les démontre. Et là, elle devient jaune. C'est tout l'enjeu de ce programme scolaire proposé par Aquaponia. L'aquaponie, c'est la contraction de deux mots, aquaculture et hydroponie. En fait, l'idée, c'est de faire des plantes et des poissons dans un même système productif. Donc, c'est de l'agroécologie, c'est un nouveau système de production. L'idée, c'est d'essayer de copier un micro-écosystème. Pour faire simple, les poissons vont être nourris, ils vont grandir. Ils vont faire aussi des déjections dans l'eau qui vont, in fine, nourrir des plantes qui, elles aussi, vont être productives. Et donc, on va pouvoir, sur un même système, produire à la fois des plantes qu'on peut manger et des poissons qu'on peut manger. Des élèves qui vont accueillir un dispositif d'aquaponie dans leur école en fin d'année scolaire. Projet porté par l'association Terre des Hommes, pour qui ces découvertes au fil de l'eau sont source d'émerveillement sur le vivant. Encore quelques coups de pinceau, raccorder la lumière, et le centre aquatique de la Ferté-Bernard sera fin prêt. Équipé d'un bassin ludique et sportif, en plus d'un espace bien-être, la communauté de communes Perche-Émeraude diversifie son offre aquatique. Un projet à plus de 14 millions d'euros, dont pourront bénéficier les 124 000 usagers annuels envisagés. Incontestablement, il y avait un besoin. Sur le territoire, nous avions 2 piscines, une de 1962, une de 1978. Il était temps de passer à une infrastructure qui soit mieux adaptée, qui soit plus économique, évidemment, dans son fonctionnement, et qui corresponde aux besoins de la population. À la fois, quand je dis population, ce sont évidemment les sportifs, ce sont évidemment les scolaires, et ce sont évidemment le plus grand nombre de nos habitants. Cette nouvelle piscine sera gérée par la société Récréa dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. Des activités sportives, ludiques et familiales seront proposées. Jusqu'à 615 usagers pourront fréquenter le site en même temps. Le centre aquatique des Atlantides se modernise. Après un mois de fermeture pour travaux, lundi 3 février, les nageurs ont pu se remettre à l'eau avec quelques nouveautés. D'habitude, ça dure 15 jours à peu près une vidange sur un centre aquatique comme le nôtre. Mais nous, on a eu besoin d'1 mois pour faire un ensemble de travaux. Donc, comme on disait, un réaménagement du guichet avec l'objectif, c'est qu'il soit beaucoup plus accueillant et qu'il soit beaucoup plus moderne pour nos usagers. Un personnage emblématique de l'univers de Jules Verne, le Kraken, grande pieuvre qui est devenue un monstre dans le récit de ce grand rêveur du 19e siècle. Stéphane et Patricia reçoivent aujourd'hui cette créature comme un symbole de leur collection, apparue dans l'ouvrage 20 000 lieues sous les mers. Capitaine Nemo va disparaître avec son Nautilus parce qu'il aura été avalé par cette fameuse pieuvre géante qu'on appelle le Kraken. La conception de cette pieuvre a été confiée à Jean-François Carrez, artiste aux multiples facettes, qui propose une version détachée du rêve de Jules Verne. Je me suis inspiré des véritables pieuvres que j'ai pu voir. C'est-à-dire que je regarde des images, des photos, je regarde sur Internet aussi. Une fois que j'ai emmagasiné toutes sortes d'images, eh bien, voilà, je sculpte. Une œuvre qui vient compléter l'exposition de ce musée, ouvert depuis 2019. Ce collectionneur détient près de 3500 livres, une passion littéraire qu'il souhaite transmettre. Moi, ce qui m'importe, c'est de donner un petit peu d'envie aux autres d'ouvrir un livre. Que ce soit même un Victor Hugo ou un Dumas ou peu importe, mais ouvrir un livre, ouvrez. Dès le 1er juin, le jardin artistique sera ouvert au public à partir de 5 €. Pour Patricia et Stéphane, exposer ce Kraken, c'est comme un rêve devenu réalité. Retour sur la terre ferme pour Sébastien Marcet. Dimanche 10 février, le skipper de l'IMOCA Foussier boucle son premier Vendée Globe en 91 jours et 35 minutes, placé en 27e position au classement général, l'aboutissement de 5 ans de travail. Je suis extrêmement fier de ma course que j'ai fait dans la descente de l'Atlantique, l'océan Austral. Je pense qu'avec un des bateaux les plus vieux de la flotte, j'ai été extrêmement compétitif. Je suis très très fier de ça. Vraiment, en tant que marin, en tant que sportif, je suis ravi de cette section-là. Ça ne pouvait pas être facile tout du long et je pense que ce côté difficile m'a apporté beaucoup aussi, beaucoup de résilience, beaucoup de
voilà, de ne pas baisser les bras, de prendre les problèmes un par un, de les traiter, de les régler et de se rendre compte qu'on est capable, que je suis capable, que j'ai solutionné tous les problèmes que j'ai rencontrés et je n'ai pas rencontré que des petits problèmes. Donc je suis fier de cette remontée de l'Atlantique pour ça aussi. Le navigateur nantais était dans un peloton avec 3 autres skippers, dont la benjamine de cette édition Violette d'Orange qui termine 25e. Un passage dans le chenal au goût de victoire pour chacun de ces marins. Cette édition tout juste terminée, l'objectif Vendée Globe 2028 est déjà envisagé pour Sébastien Marcet. Hisser les voiles et prendre le large pour des courses. Une aventure que mène Hugo Cardon à 22 ans. Sartois d'origine, le skipper est basé à Lorient. Donc là c'est le hangar, du coup on entrepose tous nos matériels pour le bateau. C'est parti. Et c'est au pôle course au large qu'il réalise ses entraînements à bord d'un Figaro, une classe de voilier de course. Prochaine étape, une épreuve qualificative pour la solitaire du Figaro, prévue en septembre prochain. Pour plus de performance, chaque kilo compte. On a beaucoup de matériel à bord parce qu'on a tout ce qui est sécurité obligatoire par les affaires maritimes. On a également des choses qui nous sont imposées par la classe Figaro à avoir à bord en cas de problème. On a également une grosse pharmacie pour savoir et pouvoir se soigner tout seul en mer. Et après, on a forcément nos sacs d'affaires, nos sacs aussi d'alimentation aussi pour les quelques jours qu'on passe en mer. Et donc tout ça, c'est compartimenté en plusieurs sacs. Et donc les sacs, le but, c'est de pouvoir les matosser. Alors les matosser, c'est quoi? C'est les prendre et les mettre d'un côté et de l'autre du bateau pour toujours garder le maximum de puissance. C'est-à-dire quand le bateau penche d'un côté avec la force des voiles, et ben du coup je vais essayer de contrer ça déjà avec mon propre poids en me mettant du bon côté, mais également tout le matériel. Ça représente environ une centaine de kilos sur ce bateau-ci, donc c'est pas négligeable. En mer, le navigateur effectue plusieurs manœuvres qui nécessitent beaucoup d'énergie. Pour la récupération, les minutes sont comptées. Moi je me mets dans ma petite banette, hop, les pieds vers l'avant pour si j'enfourne, et je monte ma banette. En Figaro particulièrement, c'est assez court, donc ça va être entre 5 et 25 minutes de sieste. Et après, sur 24 heures, le but c'est de dormir au minimum 4-5 heures quand même. Et malgré la fatigue, il est certain de pouvoir se réveiller. Donc pour vous donner une petite idée de la sonnerie, pour bien me réveiller, voilà, un petit 120 décibels. Une fois au large, tout se joue à la force du vent et aux manœuvres du marin, quelquefois périlleuses. Ouais, là c'est la partie la plus physique, parce que ça tape beaucoup. On a besoin quand même de mains pour tenir la voile, et accrocher avec une galette pour enrouler, dérouler la voile. On a des techniques pour réussir à se caler pour pas passer par-dessus. Il faut être vraiment gainé, mais pouvoir manœuvrer avec les mains. Alors, il a fallu essayer. C'est physique, hein. Ouh. Allez encore, on va avoir sacrément de la force. Physique mais aussi technique. Pour Hugo Cardon, devenir skipper est un rêve d'enfant qui se réalise. Une étape pour espérer un jour participer à la route du Rhum. Un solitaire comblé, des résultats arrosés. Hugo Cardon vient de terminer sa première solitaire du Figaro. 6e au classement général, premier des bisous, mais surtout vainqueur de l'une des 3 étapes. Pour moi, c'est encore un peu irréaliste, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans la tête que j'ai gagné une victoire d'étape sur la solitaire du Figaro. Tout le monde me parle de cette étape. Moi, je leur parle plutôt du classement bisous, mais c'est sûr, il y a des marins, ils mettent des dizaines d'années pour réussir à gagner une étape sur ce circuit si exigeant. Et de remporter une étape dès la première année, c'était inespéré, j'en avais même pas rêvé. C'est la plus belle victoire qui m'est arrivée depuis le début de ma carrière. Et quand on regarde les anciens skippers qui ont terminé premier bisu, bah leur palmarès parle pour eux. Après une compétition riche en émotions et en fatigue, place au repos pour le Sartois, avant d'envisager la suite. L'objectif, c'est de faire encore 2-3 ans en Figaro pour continuer à progresser. Et ensuite, l'objectif, c'est de récupérer un classe 40 à l'horizon 2027. Pour pouvoir participer à toutes les autres grandes courses plus océaniques qui sont la Transat Café l'Or, l'ex-Transat Jacques Vabre ou les Sables Horta en classe 40, mais aussi notamment mon rêve c'est la route du Rhum en 2030. Un avenir plein d'ambition, après une belle participation à l'une des épreuves de voile les plus mythiques qui a couronné de nombreux marins chevronnés, Hugo Cardon est vraiment dans le grand bain.